Aujourd'hui, on va aller au-delà des graphiques qui montent puis qui descendent. Je vais vous parler de 2 chiffres qui ont complètement changé ma façon d'investir. Quand j'ai commencé, je regardais juste le prix de l'action. Si Apple il était à 180$, je me demandais si ça allait monter à 200$. Mais c'est la mauvaise question à se poser. La vraie question, c'est est-ce que 180$, c'est cher payé pour ce que la compagnie rapporte? Aujourd'hui, on va décortiquer le P/E ratio puis les frais MER. Si vous comprenez ces 2 concepts, vous allez arrêter de parier sur la bourse puis vous allez enfin commencer à investir. On commence avec le P/E ratio. Dans le fond, ce que ça veut dire, c'est Price to Earning Ratio, c'est les profits. C'est le chiffre le plus important pour savoir si tu achètes un truc qui est en rabais ou si c'est une arnaque. Imaginez que vous voulez acheter un petit commerce dans votre quartier, puis le commerce il fait 100 000 de profit net par année. Le propriétaire, il vous demande 1 million de dollars pour racheter la business. Ça veut dire que vous payez 10 fois le profit annuel, fait que votre P/E il est de 10. Ça va vous prendre 10 ans pour rembourser votre investissement juste avec les profits. Maintenant, imaginez le magasin d'en face, il fait aussi 100 000 de profit, mais le gars il vous demande 5 millions. Pourquoi? Parce que c'est le futur, c'est la technologie, ça va exploser. Là, vous payez un P/E de 50. Ça va vous prendre 50 ans pour revoir votre argent si les profits n'augmentent pas. En bourse, c'est exactement la même chose. Quand vous regardez des compagnies comme Nvidia ou Tesla, le P/E est souvent très haut, parfois 60, 80 ou même 100. Les gens y payent pour de l'espoir. À l'inverse, si on regarde des secteurs plus stables ou des small cap value, on trouve souvent des P/E de 10 ou 12. Le S&P 500, il y a un P/E moyen qui tourne autour de 25, 28 ces temps-ci. C'est correct, mais c'est pas un rabais historique. Si tu regardes un ETF de small cap value, on est beaucoup plus bas. C'est pour ça que j'aime cette stratégie. J'achète des profits moins chers que la moyenne du marché. Maintenant que vous avez compris la base du P/E, il faut qu'on parle de nuances. Parce que si vous regardez juste le chiffre brut, vous allez faire une erreur. Il existe 2 types de P/E, puis c'est là que ça devient intéressant pour une stratégie. D'un côté, on a ce qu'on appelle les growth stocks. Dans le fond, c'est les actions de croissance. Pensez encore une fois à Nvidia, Tesla, Amazon. Ces compagnies ont souvent des P/E astronomiques, des fois au-dessus de 50, 60, parce que le marché anticipe que leurs profits vont doubler ou tripler très rapidement. Fait que quand vous en achetez une action avec un P/E élevé, vous achetez pas juste les profits d'aujourd'hui, vous achetez une promesse dans le futur. C'est risqué parce que si la compagnie rate ses objectifs, l'action s'écrase. C'est ce qu'on appelle payer pour la croissance. Puis, d'un autre côté, on a les value stocks. C'est exactement ce qu'on va chercher avec des fonds comme AVUV, ZSML, il y en a d'autres. Ici, on cherche des compagnies qui sont peut-être moins attirantes, qui font pas la une des journaux chaque jour, mais qui génèrent des profits massifs et stables. Donc, leur P/E est bas, 8 à 14. Mais ici, il y a un gros avantage. Vous avez une marge de sécurité. Si le marché panique, ces actions ils ont moins de place pour tomber parce qu'ils sont déjà vendus à un prix juste par rapport à leur profit réel. Mais ça, c'est un secret que les pros y connaissent. Sur de très longues périodes, comme 20 ou 30 ans, les actions avec un P/E bas, dans la section Value, ils ont historiquement tendance à battre les actions avec un P/E élevé. Pourquoi? Parce que c'est plus facile pour une petite compagnie sous-évaluée de doubler sa taille. C'est exactement pourquoi j'ai personnellement mis 20% en small cap value. Je veux pas juste posséder les compagnies que tout le monde possède au gros prix. Je veux aussi posséder les moteurs de l'économie qui sont vendus à rabais. Mais faut pas oublier, un P/E bas, ça veut pas dire que la compagnie est mauvaise. Ça veut juste dire qu'elle est souvent ignorée. Puis en bourse, l'argent elle se fait là où la plupart des gens ne regardent pas encore. Le deuxième chiffre important, c'est le MER. C'est le ratio des frais de gestion. C'est la taxe invisible que vous payez pour que quelqu'un gère votre argent. Au Québec, on est champion pour faire ça. Chez les banques, vous avez des fonds de commun de placement, vous payez peut-être entre 2 et 2,5% de frais par année. C'est insane. Mais en réalité, le 2%, il n'est pas pris sur vos profits. Il est pris sur votre capital total chaque année, que la bourse elle monte ou qu'elle descende. On va faire un calcul. Si vous mettez 1 000 $ par mois pendant 30 ans, on assume un rendement moyen de 8% par année. Dans le premier scénario, vous investissez dans un ETF comme VFV qui a un MER de 0,08%, c'est presque gratuit. Après 30 ans, vous avez environ 1,45 million de dollars. Dans le deuxième scénario,
Vous avez le même 1000$ par mois, le même rendement de 8%, mais vous êtes dans un fonds de banque à 2,1% de frais. Après 30 ans, vous finissez avec environ 980 000$. La banque, elle vient de vous prendre 470 000$. Sans prendre aucun risque, juste pour gérer votre argent. C'est le prix d'une maison que vous donnez un cadeau à la banque. Investir, c'est pas juste essayer de devenir riche en une semaine. C'est contrôler ce qu'on peut contrôler. On contrôle pas le marché, mais on contrôle nos frais puis le prix qu'on accepte de payer pour une compagnie. Puis là, vous allez sûrement vous demander, si c'est si simple que ça, pourquoi c'est pas tout le monde qui met son argent dans des ETF qui coûtent pas grand-chose? Pourquoi est-ce que les banques, ils continuent de vendre des fonds à 2%? La réponse est simple, c'est la commodité. La banque, elle vous vend la tranquillité d'esprit. Ils vous disent « Ah, vous inquiétez pas, on s'occupe de tout, vous avez rien à faire. » Cette tranquillité d'esprit, vous la payez vraiment cher. En fait, vous payez le salaire du conseiller financier pour le marketing de la banque, puis pour les beaux bureaux au centre-ville. Ce qu'ils vous disent pas, c'est que 90% des fonds gérés activement par des banquiers, ils battent même pas l'indice de référence comme le S&P 500 sur le long terme. Ça veut dire que vous payez des frais de fou pour obtenir des rendements qui sont souvent inférieurs à ce que vous auriez pu en achetant juste un ETF tout seul sur une plateforme comme Wealthsimple, Disnat, Questrade. Si vous regardez ce que la banque essaie de vous vendre, ils cachent souvent des frais dans les termes compliqués. Ils vont parler de frais d'administration, de commissions de suivi, mais au final, c'est de l'argent qui ne travaille même pas pour vous. En plus, des fois, il y a des frais de sortie. Il y a des fonds qui vous chargent même si vous voulez retirer votre argent trop tôt. Si vous faites juste ouvrir un compte sur une plateforme d'investissement vous-même, vous skippez toute l'arnaque que la banque essaie de vous vendre. Fait que si vous voulez prendre le contrôle, la première étape, c'est regarder les frais MIR. C'était les deux choses dont je voulais parler aujourd'hui. Si vous voulez aider mes vidéos à rentrer dans l'algorithme, vous pouvez vous abonner, liker et commenter. Ça me ferait vraiment plaisir.